le satellite naturel de notre planète. L'objet le plus important de notre ciel nocturne. Le compagnon des nuits des hommes depuis les temps les plus anciens. La Lune. On a observé très tôt ces changements de forme, nuit après nuit. On l'a vu apparaître puis disparaître, ressembler à un croissant et atteindre parfois une parfaite rondeur, allant même jusqu'à subtiliser le Soleil. De ces observations, on comprit progressivement que ces phases se reproduisaient fidèlement au travers de mêmes séquences. Ces cycles démontraient que la nature n'était pas soumise uniquement à des comportements aléatoires et chaotiques. L'observation de notre satellite a joué un rôle majeur dans la naissance et l'évolution des sciences. Ainsi, la Lune fut, bien avant le cadran solaire, notre première horloge. C'est en observant la Lune que l'homme a appris à mesurer le temps. Son déroulement cyclique a servi d'horloge et de calendrier naturel à tous les habitants de la Terre depuis la préhistoire. Elle fixe encore aujourd'hui les dates de Pâques, du Ramadan ou encore du Nouvel An chinois. Sa naissance est encore aujourd'hui un mystère. Et les scientifiques s'interrogent encore pour savoir comment un satellite si gros gravite autour de notre planète. La Lune possède de nombreux pouvoirs. Les marées, la croissance des plantes, mais aussi la régulation du rythme biologique de nombreux animaux. Partir en voyage sur la Lune a hanté l'humanité des siècles durant, devenant même un enjeu politique majeur. La conquête spatiale aura eu pour apothéose le pied de l'homme foulant son sol en 1969 devant 600 millions de téléspectateurs. Aujourd'hui, loin d'avoir révélé tous ses secrets, la Lune offre à l'homme une nouvelle étape dans la conquête spatiale. S'y installer durablement pourrait offrir une base solide à l'élaboration de voyages interplanétaires plus lointains, peut-être même au-delà de notre système solaire. La Terre a un satellite naturel qui s'appelle la Lune, qui est un très gros satellite, un des plus gros satellites du système solaire. Et il y a un couple très spécifique entre la Terre et la Lune. Une question qui intéresse tout le monde, c'est de savoir si y a-t-il d'autres terres ailleurs? Est-ce que la Terre est exceptionnelle ou pas? Et rien que dans le système solaire, parmi les choses qui rendent la Terre un petit peu particulière, c'est le fait que c'est un système double, avec la Lune juste à côté. Est-ce que la Lune a joué de ce point de vue-là un rôle important dans le fait que nous soyons là? Parmi les choses exceptionnelles qu'on peut dire à propos de la Terre, c'est évidemment que nous sommes dessus. Et jusqu'à la preuve du contraire, il n'y a pas d'autre preuve d'existence de vie ailleurs dans l'univers, ailleurs dans le système solaire. Donc déjà, ça rend la Terre complètement unique. Il y a plein de choses qui font que la vie a pu apparaître sur Terre. Parmi les choses majeures, c'est l'apparition de la Lune. L'origine de la Lune est encore aujourd'hui l'objet d'un débat féroce entre scientifiques.
Depuis près de 2 siècles, les astronomes rencontrent des difficultés à expliquer pourquoi un satellite aussi gros s'est formé autour d'une planète relativement petite. Les premières théories soumettaient l'idée que la Lune était à la base un astre errant, une petite planète perdue venant d'ailleurs dans le système solaire que la Terre aurait capturée dans son champ gravitationnel. Mais cette théorie s'effondra après l'analyse des premiers échantillons lunaires. En effet, la roche de son sol était quasi similaire aux composants de la roche terrestre. Autre théorie. La Terre, autrefois, tournait très vite. Petit à petit, elle aurait éjecté une partie de la matière qui la constituait. Cette roche se serait alors acculée et mise en orbite autour de sa planète. Une théorie qui rencontra un problème de taille. Elle allait à l'encontre de toutes les lois élémentaires de la physique. Il n'y a pas 36 000 façons d'obtenir des lunes. D'abord, vous pouvez les former sur place. Et ça, c'est pas tellement pour les planètes rocheuses, c'est plutôt pour les planètes géantes, parce qu'elles deviennent tellement grosses qu'autour d'elles se refait comme un mini-système solaire. Vous avez aussi un petit disque dans lequel se naissent, de nouveau par agglomération, des lunes. Donc pour Jupiter, pour Saturne, pour Uranus et Neptune, ça permet d'avoir beaucoup de lunes. Puis vous pouvez avoir, une fois que le système solaire est totalement construit, il reste évidemment, il y a des restes de débris, des comètes, des astéroïdes. De temps en temps, il y en a un qui va se faire capturer par une planète, et donc vous avez là la capture d'une lune. Et puis la dernière chose, c'est que ces fameux débris qui restent et qui se baladent peuvent parfois impacter les planètes. Et dans ce cas-là, alors évidemment, vous avez lors de la collision un ensemble de débris qui repartent en orbite et qui peuvent former des lunes. Quelques dizaines de millions d'années après la formation du système solaire, tout est à peu près stabilisé. Il y a déjà une proto-Terre, une proto-Mars, quelque chose qui ressemble à Vénus, à peu près au bon endroit. Tout ça commence à ressembler au système solaire aujourd'hui. Mais il reste encore un peu de matière, et en particulier, il reste ce qu'on appelle des protoplanètes qui sont encore là et qui ont disparu depuis. Parmi celles-là, il y en aurait une qu'on a appelée Theia, qui est à peu près la taille de Mars, peut-être un peu plus petit. Les derniers travaux suggèrent quelque chose d'un petit peu plus petit que Mars, donc 10-15% la masse de la Terre, c'est pas un truc énorme, et qui aurait tout simplement percuté la Terre. L'hypothèse de l'impacteur géant. La fusion aurait alors éjecté une grande quantité de débris projetés en orbite autour de la Terre. C'est un impact cataclysmique. L'énergie libérée est tellement énorme qu'à nouveau, tout le manteau, toute la surface rocheuse de la Terre fond, il y a des océans de magma, de la lave partout, et une grosse partie est éjectée dans l'espace. Alors, à nouveau, il y a cette gravité qui retient tout, donc on a plein de roches qui se mettent à tourner autour de ce qui reste de la Terre. Finalement, la Terre, une Terre plus petite s'est reformée, et avec le reste, la Lune s'est accrétée, donc il y aurait probablement eu un disque autour de la prototerre, et la Lune s'est formée à partir de ce disque. Pourtant, cette théorie n'explique toujours pas complètement la géologie lunaire. Ce scénario implique que la Lune devrait être composée d'un mélange de 80% de l'impacteur et de 20% du manteau terrestre, alors qu'on observe une stricte similitude géochimique entre les deux astres. Alors il y a une nouvelle théorie un peu plus récente qui dit que finalement c'est peut-être pas un gros corps de la taille de Mars qui serait venu impacter la prototerre, mais peut-être un ensemble de corps planétaires plus ou moins de la taille de Mars, peut-être un peu plus petits, qui seraient venus successivement en fait apporter aussi des ingrédients un petit peu différents qui font que les deux ADN ne correspondent pas à 100% mais à 99,99999%. La Lune, quand elle s'est formée tout près de la Terre. Et peu à peu, suite à des mécanismes physiques liés aux forces de marée qu'on connaît maintenant, encore aujourd'hui, la Lune fait bouger les océans. Eh bien, c'est des échanges d'énergie. Ces échanges d'énergie ont fait que
la Lune qui était très proche de la Terre, à quelques dizaines de milliers de kilomètres, s'est doucement éloignée et qu'elle est maintenant à 350 000 kilomètres. Mais si vous allez sur la Terre, je vous le conseille, très bel endroit, sur la Terre il y a 4,2 milliards d'années, dans sa jeunesse, vous aviez une Lune énorme dans le ciel et qui peu à peu s'éloignait. La Lune n'est pas encore telle que nous la connaissons. Elle va traverser une période comprise entre 3,8 et 4 milliards d'années de bombardements intenses. Des pluies de météorites qui vont s'abattre sur sa surface, constellant son sol de millions de cratères. La Lune présente aujourd'hui de nombreuses cicatrices à sa surface qui racontent son tumultueux passé. D'ailleurs, que se serait-il passé si la Lune n'avait pas existé ? Alors on pourrait s'en passer, hein. Vénus s'en passe très bien, elle vit très bien sa vie de planète comme ça. Mais c'est vrai que sur la Terre, la Lune a une caractéristique un peu particulière. Justement, comme elle est grosse, elle va permettre de stabiliser en fait la Terre. La stabiliser comment ? C'est stabiliser l'axe de rotation de la Terre. Les axes de rotation des planètes peuvent basculer plus ou moins vite d'ailleurs. Ça peut mettre quelques dizaines de milliers d'années seulement, donc à l'échelle humaine, évidemment, c'est une infinité, mais à l'échelle de l'humanité, c'est pas si anodin. Ça fait plusieurs bascules. Ça veut dire que le pôle Nord peut être au pôle Sud, l'équateur peut devenir le pôle Nord, le pôle Sud peut devenir l'équateur, etc., etc. Donc si on prend la Terre actuellement et qu'on enlève la Lune, pas facile à faire en réalité, mais dans les ordinateurs on peut le faire, eh bien on se rend compte que l'axe de rotation de la Terre, qui actuellement est incliné d'un peu plus de 23 degrés, donc c'est ça qui crée les saisons, le fait qu'il y ait la nuit polaire, les tropiques, nous on a l'hiver, l'été, etc. Eh bien cet axe est stabilisé, ça varie de plus ou moins 1,4 degré depuis presque toujours. Si on enlève la Lune, cet axe-là, il va se mettre à varier quasiment entre 0 degré et plus de 70 degrés. Donc là, on se retrouve dans des situations, par exemple, absolument extrêmes, où il va y avoir un climat à Paris, où il y aura la nuit polaire pendant 5 mois, puis ensuite jour permanent pendant 5 mois, et les 5 mois de nuit polaire, ça va être un climat très très différent. Est-ce que ça aurait joué un effet sur la vie ? Je ne pense pas que ça aurait empêché que la vie se développe, mais est-ce qu'on aurait pu avoir une vie végétale, animale, au bout du compte ? On ne sait pas. Certainement pas, ça aurait été différent, d'une manière ou d'une autre. Surtout, la Terre n'aurait pas de marée, ou très peu, le Soleil exerçant tout de même une attraction gravitationnelle, mais 2 fois moins importante que celle de la Lune. Certains biochimistes estiment que l'apparition de la vie doit beaucoup aux marées, qui auraient favorisé la formation des acides aminés, briques indispensables à la constitution des premiers organismes vivants. La vie n'aurait ainsi sûrement pas connu le développement que nous connaissons. Certes, elle aurait pu se développer dans le fond des océans, mais les organismes plus complexes auraient dû s'adapter aux changements brutaux de température. Autrement dit, sans Lune, l'homme serait-il apparu ? Donc le couple Terre-Lune, il est très important, pas simplement pour les marées, pas simplement pour ce qu'on appelle la précession des équinoxes. Il est important, effectivement, pour la stabilité durable de la Terre, de son écosystème, en fait, des écosystèmes terrestres et de la biosphère terrestre. Il y a des planètes dans le système solaire qui ont des toutes petites lunes. Phobos et Deimos autour de Mars, c'est plutôt des astéroïdes que des vraies lunes bien formées, c'est pas sphérique du tout. Pour que ça soit sphérique, il faut une certaine quantité de matière qui va permettre à la gravité de façonner un corps planétaire sphérique. S'il n'y a pas assez de matière, il sera cabossé, il sera patatoïde, pour faire simple. La Terre, on pense que l'impacteur avait quand même la taille de Mars, donc c'est quand même un gros truc. Hein. Et d'autre part, ça dépend aussi du type de collision. Vous pouvez avoir des collisions plus frontales, des collisions où ça se frôle plus, et donc bon voilà, là aussi, vous pouvez à ce moment-là envoyer plus de matière en orbite ou pas. Pour la Terre, c'était une collision assez frontale avec un gros impacteur, et donc on a eu quand même pas mal de matière, ce qui fait que finalement, comparé à la planète, on a une grosse lune. On a une lune qui est à peu près un quart de la taille de la Terre, ce qui est quand même assez énorme.
la Lune orbite autour de la Terre à une distance moyenne de 384 000 km en 27,3 jours. Soit autant de temps qu'elle met à faire un tour sur elle-même, les forces de marée ayant depuis longtemps freiné sa rotation. En conséquence de quoi, un seul de ces hémisphères fait constamment face à la Terre. Une face illuminée par le Soleil qui change constamment. Des phases qui se répètent tous les 29,5 jours, quand la Lune retrouve le même alignement avec le Soleil. Son diamètre est de 3474 km. Elle représente presque un quart de la taille de la Terre. La Lune est le plus grand satellite du système solaire par rapport à la taille de sa planète par an. La gravité lunaire est très faible, 1/6 de celle de la Terre, bien trop faible pour retenir une atmosphère. Les températures y oscillent entre moins 170 degrés et 220 degrés. Mais malgré cette absence d'atmosphère, le cœur de la Lune battrait encore. En effet, la Lune est régulièrement secouée par des séismes. Et parmi ces séismes, certains ne sont pas provoqués par la gravité terrestre, mais par une véritable tectonique. Les missions Apollo 11, 12, 14, 15 et 16 ont chacune déposé un sismomètre près de leur site d'alunissage. Au cours de leurs 7 années d'activité, de 1969 à 1977, ils ont enregistré des milliers de secousses. Mais la quasi-totalité de ces séismes était due aux forces de marée gravitationnelles qu'exerce la Terre sur la Lune. De la même manière que la Lune agit sur les océans terrestres, engendrant les marées océaniques, la gravité terrestre fait subir à notre satellite des déformations cycliques. La sonde spatiale Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA, en orbite autour de la Lune depuis 2009, photographie sa surface avec une résolution allant jusqu'à 50 cm et dévoile ainsi le moindre relief, la moindre variation de couleur, le moindre cratère et la moindre faille. C'est en comparant ces nouvelles données aux relevés sismiques d'Apollo que l'on comprit que la Lune aurait bien une tectonique. Elle serait différente de celle que nous connaissons sur Terre, où plusieurs plaques entrent en jeu. Ici, il s'agirait d'une seule et même plaque constituée par la croûte lunaire. Le cœur de la Lune serait donc peut-être toujours actif. Donc ça, c'est très complexe, c'est la Lune profonde, c'est l'intimité de la Lune, où effectivement, comme tous les corps planétaires, elle va se refroidir, ça va se contracter au fil du temps, et effectivement, en quelques millions d'années, elle se contracte, elle se flétrit sur elle-même. Mais la Lune, a priori, n'a plus d'activité géologique interne, volcanique ou tectonique majeure. Voilà. Donc c'est effectivement un astre mort, très probablement comme l'ensemble du reste des planètes telluriques modulo la Terre. Et si nous avions 2 lunes? En février 2020, on a observé un petit astéroïde ayant été capturé dans l'orbite de notre planète. Un phénomène invisible avec un matériel amateur. Son nom, 2020 CD3. C'est en passant au voisinage de notre planète qu'il s'est retrouvé piégé dans son orbite, devenant ainsi notre satellite naturel au même titre que la Lune, l'autre, la Grande. Le nouveau compagnon de la Terre a un diamètre compris entre 1,9 et 3,5 mètres. Mais cette mini-lune a fait plusieurs voyages autour de la Terre avant de reprendre sa liberté, probablement dans le courant du mois d'avril 2020. Son orbite suggérait
qu'il a été capturé par l'attraction terrestre en 2017. D'après les scientifiques, une deuxième lune tourne presque toujours autour de notre planète. Parmi les nombreux astéroïdes qui gravitent normalement entre Mars et Jupiter, certains dévient de leur trajectoire et se laissent prendre dans les filets gravitationnels de la planète bleue. Ils restent en orbite terrestre un certain temps avant de s'en détacher. Et il y en aurait tant qu'en permanence, un astéroïde de 1 mètre de diamètre graviterait autour de la Terre. La Lune a toujours fasciné. Depuis la préhistoire jusque maintenant, je veux dire, on retrouve plein de choses, que ce soit dans la culture ou dans la science, qui sont liées à la Lune. Alors, ce qui a changé, je vais dire, c'est dans les années 50-60, c'est qu'on a commencé à avoir l'accès à l'espace. Depuis toujours, les hommes ont rêvé de fouler le sol lunaire. Un projet fou qui se concrétisa petit à petit tout au long du XXe siècle. Comment atteindre cet astre qui nous semble si proche et pourtant si inaccessible? Tout d'abord, pour s'arracher du sol terrestre, il faut produire une vitesse de 28 000 km/h. La fusée existait déjà, pour les feux d'artifice ou comme projectile guerrier, mais il lui manquait son atout principal, pouvoir se propulser dans le vide. C'est à un inventeur soviétique, modeste instituteur de son État, Konstantin Tsiolkovsky, que nous devons le premier prototype de fusée comme véhicule spatial. Tsiolkovsky est un théoricien visionnaire pour qui l'avenir de l'humanité passe par la conquête spatiale. La Terre est le berceau de l'humanité, mais nul ne reste éternellement dans un berceau, écrit-il en 1920. L'URSS deviendra donc la pionnière de la conquête spatiale. Et le 4 octobre 1957, elle lancera le premier satellite humain. Le Spoutnik, qui tournera autour de la Terre en émettant des bip-bip captés par le monde entier. Un simple bip, mais un message immense. La course à l'espace est ainsi officiellement lancée entre les États-Unis d'Amérique et l'URSS, avec pour but ultime marcher sur la Lune. La raison pour laquelle les Américains ont voulu aller sur la Lune, bien sûr, tout le monde le sait, c'est que l'Union soviétique, à cette époque-là, s'était lancée dans un programme spatial ambitieux, lié à l'idée qu'il fallait faire aussi des missiles pour combattre dans ce cadre de la guerre froide de l'époque. Et donc, ils ont tout d'un coup pris une avance énorme, envoyé Spoutnik. Et les Américains, à un moment donné, du point de vue du monde, eh bien, on avait les Russes, les Soviétiques, qui étaient des grands savants et des grands ingénieurs, et les Américains, c'était des cow-boys. Les États-Unis d'Amérique, pour rattraper leur retard, vont créer la plus importante agence spatiale avec un budget considérable, la NASA. S'en suivront les lancements américains de plusieurs satellites scientifiques. Non sans quelques ratés. Le 2 janvier 1959, l'URSS vise pour la première fois la Lune, que les Soviétiques vont étudier avec le programme Luna. Après une série d'échecs lors des lancements, la sonde Luna 1, qui devait initialement s'écraser sur le satellite naturel, passe en fait à 6000 km de son sol. Ce n'est qu'un demi-échec. La sonde effectue ainsi le premier survol de la Lune. Cette sphère de 361 kg
se place ensuite en orbite autour du Soleil, devenant le premier objet artificiel à graviter autour de notre étoile. Au même moment, les Américains échouent avec leurs 3 premières sondes Pioneer. Pioneer 4 arrivera toutefois à passer à 60 000 km de la Lune, soit 10 fois plus loin que la performance de Luna 1 2 mois plus tôt. Le 14 septembre 1959, ce sont encore les Russes qui vont faire s'écraser leur sonde Luna 2 sur la Lune, après un peu plus de 30 heures de vol. C'est la première fois qu'un corps artificiel atteint la Lune. Le 4 octobre 1959, c'est la sonde Luna 3 qui prendra la première image de la face cachée de la Lune. Ces clichés permettent de couvrir 70% de l'astre. Le 12 avril 1961, l'URSS va encore marquer un grand coup en envoyant le premier homme dans l'espace. Youri Gagarin. Né en 1934 dans un milieu populaire, devenu pilote de chasse, il est sélectionné pour ses excellentes aptitudes intellectuelles. Avant le décollage, on estime que ses chances de réussite sont de 50%. On ne sait pas quelles seront ses réactions dans l'espace. Les scientifiques soviétiques craignent qu'il n'y perde la raison. C'est pourquoi la mission est gardée secrète jusqu'au dernier moment. Le 12 avril, à 9h07, Youri Gagarin s'envole pour l'espace. Sa mission dure 108 minutes. Il effectue une rotation en orbite. Aucune expérience n'a lieu pendant que Gagarin est dans l'espace. Ce dernier se contente de communiquer avec sa base. « Je vois la Terre », dit-il. « Tout va bien. L'engin fonctionne normalement. » Le 25 mai 1961, JFK engage les États-Unis d'Amérique dans une nouvelle mission. Celle qui doit redonner un nouvel élan au pays. Marcher sur la Lune. Il est maintenant temps de faire un grand pas en avant. Je pense que cette nation doit s'engager à faire atterrir un homme sur la Lune et à le ramener sain et sauf sur la Terre avant la fin de cette décennie. Aucun autre projet spatial durant cette période ne sera plus impressionnant pour l'humanité. C'est le début du programme Apollo. Il y a du travail, car au moment du discours de Kennedy, personne ne sait comment aller sur la Lune. Il n'y a pas eu cette course entre les Soviétiques et les Américains pour faire de la science. Soyons clairs, c'était clairement une question politique. C'était de montrer ses muscles pour dire ben voilà, moi je sais le faire et pas toi. Surtout, évidemment, dans le chef des Américains, que les Russes avaient accumulé les succès au départ, donc ils étaient un petit peu en retard, donc clairement, la Lune était un sujet assez brûlant. Néanmoins, évidemment, parce qu'il fallait bien y aller, il est clair qu'il fallait connaître l'endroit où on allait aller, et donc il y a en parallèle toute une science qui s'est développée pour essayer de mieux comprendre la Lune.